Comme il a été dit par l'animateur principal, je travaille pour l'ONG Portes Ouvertes et permettez-moi, comme analyste, permettez-moi de dire un mot, présenter davantage cette ONG pour nous permettre de mieux la connaître. Portes Ouvertes est une œuvre chrétienne au service de l'Église persécutée. Elle existe depuis plus de 65 ans et elle est présente dans 71 pays à travers le monde. L'histoire de Portes Ouvertes a commencé avant les indépendances, en 1955, à la suite du voyage d'un jeune Hollandais dénommé Anne van der Bijl, qui s'est rendu dans les pays de l'Est et il a découvert la persécution que subissaient les chrétiens dans ces pays fermés qui étaient les pays communistes. Et c'est ainsi que lors de son voyage, il a été interpellé par un verset biblique, Apocalypse 3, verset 2. « Réveille-toi et affermis le reste qui est sur le point de mourir. » C'est un peu la vision, le message qu'il a reçu. Et il décide d'agir. Et c'est ainsi qu'il a commencé à apporter clandestinement des Bibles dans ces pays communistes, les pays derrière le rideau de fer. Et pour éviter d'être arrêté, il a adopté un pseudonyme, le frère André. Il est connu beaucoup plus sous le nom de frère André. Porte ouverte, frère André. Mais voilà un peu l'historique, comment il est arrivé à prendre ce nom, ce pseudo. C'est pour des raisons évidentes de sécurité. Donc, c'est par la suite, la vision a été partagée, d'autres personnes se sont jointes à lui et c'est ainsi que le ministère de Portes Ouvertes est né. C'est une grande organisation qui emploie 1400 personnes à plein temps, ou en tout cas employés, et sans compter les bénévoles aussi qui travaillent. Le logo de Portes Ouvertes, d'où vient-il? Qu'est-ce que ça signifie? Le poisson, c'est le symbole de ralliement des premiers chrétiens persécutés sous l'Empire romain. Et la référence au barbelé symbolise l'emprisonnement et elle évoque les chrétiens privés de liberté à cause de leur foi. Voilà un peu pour le background. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est la publication en 1964 par le frère André d'un livre, Le Contrebandier, en anglais God Smuggler, donc, qui est le témoignage de ce ministère, de cette histoire vécue qui consistait à faire de la contrebande, donc à transporter des Bibles de manière clandestine dans les pays fermés, dans ces pays dits de l'Europe et de l'Est, derrière le rideau de fer. Et le livre retrace ce parcours-là. Et c'est devenu un best-seller vendu à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde. Sur Amazon, sur toutes les plateformes, c'est un best-seller mondial. God Smuggler, le contrebandier. J'ai essayé de trouver des copies en français. Je n'ai pas pu trouver, c'est épuisé. On reproduit, mais ça s'épuise vite. Et je vous promets, je ferai de mon mieux la session prochaine pour vous apporter des copies. J'aurais bien voulu que chacun reparte avec sa copie de contrebandier pour inspiration. Des contrebandiers de Dieu, des contrebandiers de la parole de Dieu. Voilà un peu son histoire. Frère André nous a quittés, Dieu l'a rappelé à lui le 27 septembre de l'année dernière, à l'âge de 94 ans. Mais l'histoire est là, le ministère est là, un grand ministère à l'intention des chrétiens persécutés à travers le monde. Portes Ouvertes publie chaque année, en janvier, un index mondial de la persécution. C'est le classement de 50 pays où il ne fait pas bon vivre d'être chrétien, où les chrétiens sont soumis à diverses formes de pression qu'on peut appeler persécution et qui peut prendre diverses formes. Donc le classement établit une liste en fonction, il y a des niveaux élevés de persécution, de faible niveau, ou niveau moyen, ou niveau extrême. Et quand on voit sur la carte la couleur rouge foncé, c'est là où se trouvent les pays où les chrétiens subissent ce niveau assez élevé de persécution. Le classement pour cette année 2023, c'est la Corée du Nord qui vient en tête, pour des raisons évidentes que, je dirais, en tant que journaliste communicateur, nous savons.
qui est un pays fermé, l'un des derniers vestiges du communisme. Mais en Afrique, il y a d'autres pays, et notamment les pays de l'Afrique de l'Est, la Somalie, le Soudan, la Libye, mais aussi à côté de nous, le Nigeria, qui, en termes de score, de chiffres, c'est le pays le plus violent où les chrétiens subissent le plus de violence physique en termes d'attaques, en termes de nombre de personnes tuées. C'est au Nigeria. Le Nigeria, si ça ne tient qu'à ça, le Nigeria serait considéré le premier. Et l'un des facteurs déterminants de cette persécution, c'est la montée du djihadisme, la montée de l'islam radical, et qui constitue l'une des principales sources de persécution ou de pression que subissent les chrétiens au Nigeria et ailleurs. Dans le Sahel, mais on verra que la géographie de ce conflit, de cette pression, elle dépasse les frontières du Nigeria. Pour parler un peu de moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça, et en tant qu'analyste, mon rôle consiste, oui, à faire des analyses, mais à faire du suivi, du monitoring, comme on dit en anglais. Observer les faits, analyser les faits, les recouper et faire des projections. Et cela revient pour moi à faire beaucoup de présentations. Donc, la carte peinte en rouge, c'est l'Afrique au sud du Sahara. Ce n'est pas l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique au sud du Sahara ou l'Afrique subsaharienne. Donc, toute cette partie, c'est là où, en tout cas, mon ministère, mon rôle consiste à observer, à faire des analyses et essayer d'éveiller les consciences sur les tendances, ce qui peut être une source de persécution pour les chrétiens ou tout ce qui peut constituer un obstacle pour l'exercice de la liberté et de religion dans cette zone du continent. Donc, cela revient à faire beaucoup de présentations, animer des conférences à l'international. Par exemple, l'année dernière, c'était une présentation donc, de cet index mondial de la persécution au Parlement britannique à Westminster. Il y avait 93 députés anglais qui ont suivi la présentation, mais aussi beaucoup de présentations dans les médias pour attirer l'attention, pour alerter, pour expliquer le phénomène, dire voilà ce qui se passe, observer les tendances en Afrique. C'est un travail d'alerte, d'éveilleur de conscience, comme on dit. Pour revenir à notre thème du jour, médias, outils de paix dans un monde en conflit. J'ai pris le temps de réfléchir un peu sur le thème. Quand j'ai considéré le thème, à le lire, tenter de comprendre, ce qui saute à l'œil, c'est, comme beaucoup l'ont dit avant moi, c'est d'abord un thème d'actualité. C'est un thème qui s'impose à nous, au regard de l'actualité du moment, au regard de la situation que vivent ou défis sécuritaires auxquels nos pays sont confrontés, nos pays, mais aussi nos communautés. Mais quand on regarde aussi le thème tel que présenté, je me suis rendu compte que c'est, comme on dit, un thème bateau, un sujet bateau. Il fallait le circonscrire et le ramener à des dimensions, je dirais, réalistes ou proportionnelles pour que le temps de cette rencontre, au bout de 3, 4, 5 jours, nous puissions le couvrir. Et ce qui saute à l'œil, c'est que la notion de conflit, ce n'est pas une faute d'orthographe. Moi, je dirais, on parlerait plutôt des conflits. Ce n'est pas un seul conflit. Il y a plusieurs sources de conflits, il y a plusieurs formes de conflits. Mais aussi, quand on regarde encore le thème, dans un monde en conflit, mais quel monde? La notion de monde, il faut aussi la relativiser. Au niveau local, là où nous sommes, au niveau, à l'échelle d'un pays, là où nous vivons, mais au niveau régional. Et nous verrons effectivement la typologie de ces conflits et la géographie de ces conflits, comment ça affecte notre monde à nous, l'Afrique, au sud du Sahara. Donc voilà la notion un peu pour rétrécir un peu le sujet. Mais aussi, pour ce qui est du thème, le rôle des médias. Parler un peu de l'histoire des médias dans la propagation des conflits. Les médias n'ont pas toujours été des outils de paix. L'histoire est là pour le démontrer et on verra
le rôle que ces médias ont été amenés à jouer, que ce soit la radio, que ce soit la télé ou les autres. Mais aussi, et c'est ce qui nous amène ici, d'où le sujet, les médias en tant que facteur de paix, de réconciliation. Et il y a un thème à l'ordre du jour, on parle de cohésion sociale. Des médias, les médias comme acteurs de cohésion sociale. Comment faire un bon usage des médias pour faire la promotion de la paix, pour faire la promotion du vivre ensemble pacifique dans nos communautés, parce que c'est là où se situe le défi, c'est ce qui est défié aujourd'hui. Et pour cette séance qui est introductrice pour introduire le sujet, et je parlerai davantage de la montée de l'intégrisme islamique, ses enjeux et ses impacts. Parce que quand on parle de conflit, quand on parle de violence, c'est d'abord le fait de l'intégrisme religieux de type islamique. C'est ça qui est à l'ordre du jour. On parle de terrorisme, on parle de djihadisme, mais c'est l'islam radical, de l'islam radical qu'il s'agit. On ne fait pas le procès d'une religion, mais on constate c'est des faits, ce qu'on observe sur le terrain, et ce que aussi les acteurs le disent. C'est pour le prophète, ils ne se le cachent pas. Donc voilà un peu, et quand on parle de l'intégrisme islamique en Afrique, quelle est l'ampleur du phénomène? Quelles sont les causes profondes de ce conflit, de cette crise? Qui sont les acteurs, leur mode opératoire ou mode d'action, comment ils opèrent? Mais aussi, quelle est la responsabilité pour nous en tant que responsables d'église, en tant que responsables de médias chrétiens, en quoi ça nous concerne? Que faire face à cette situation? C'est ça le sujet. Et quand on considère la géographie du phénomène, quand on regarde cette carte de l'Afrique au sud du Sahara, l'Afrique subsaharienne, on constate une multitude d'acteurs qui opèrent, qui occupent des zones géographiques assez déterminées. D'abord la région du Sahel, le Sahel central, des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Des acteurs qu'on retrouve là, des groupes qui sont actifs, des groupes djihadistes, des groupes radicaux islamiques. Il y a le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, en rouge. Mais il y a aussi l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara. Donc, c'est les deux principaux groupes qui opèrent dans la région du Sahel, dans le Sahel central. Il y en a d'autres. Donc, l'EIGS qui est affilié à l'État islamique et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est affilié à Al-Qaïda. C'est les deux grandes familles de groupes islamiques qui opèrent dans notre zone du Sahel. Il y en a d'autres. Il y a aussi des bandits armés. Mais aussi quand on regarde la zone autour du bassin du lac Tchad, c'est là où opère Boko Haram. Il y a eu une mutation. Aujourd'hui, on parle de l'ISWAP. L'ISWAP qui est la branche pour l'Afrique de l'Ouest de l'État islamique qui opère dans cette zone, qui affecte des pays. Donc le Nigeria, mais le Cameroun, le Tchad et le Niger. Mais il n'y a pas que ça. Si on va à l'est, dans la partie est du continent, il y a les Al-Shabaab en Somalie, mais qui sont actifs au Kenya et ailleurs. Mais il y a aussi, donc la région des Grands Lacs est aussi concernée par le phénomène. L'est de la RDC, on se souvient tout récemment de cette explosion, une bombe qui a explosé dans une église en plein culte, 14 personnes tuées et des dizaines d'autres blessés grièvement, en plein culte. Il y a un groupe, l'ADF, l'Alliance des forces démocratiques, qui est un groupe affilié à l'État islamique qui est actif dans l'est de la RDC, dans la région du Nord Kivu, le Sud Kivu. Ceux qui viennent de la RDC le savent et le vivent au quotidien. Mais il n'y a pas que ça. Un peu plus au sud maintenant, dans la partie sud du continent, dans le nord du Mozambique, dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, où sévit aussi un autre groupe qui se fait appeler Al-Shabaab, mais qui n'a rien à voir avec les Shabaab somaliens. Al-Shabaab, c'est une expression arabe qui veut dire jeune. C'est tout. Les Shabaab, les jeunes, en arabe, pour ceux qui parlent arabe. Voilà un peu la géographie et les acteurs en présence, comment ils occupent le terrain et comment ils rendent la vie difficile aux populations, aux États. Et on verra les défis que cela pose au quotidien. Il faut considérer ici les facteurs déterminants qui sous-tendent l'action de ces groupes. Il y a cette idéologie
Ils ont au moins ça en partage. Ils veulent établir un califat, donc un État islamique. À l'image de l'État islamique au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, c'est la même idéologie. Faire régner la charia et soumettre les communautés qui vivent dans ces zones-là. Et leur cible, c'est des chrétiens, c'est des non-musulmans. Les chrétiens constituent la première cible parce qu'ils ne sont pas musulmans. Mais ils attaquent aussi les musulmans modérés qui ne partagent pas cette interprétation radicale de l'islam. Ils s'attaquent aux écoles. Boko Haram veut dire école prohibée. L'éducation occidentale prohibée, Boko Haram. Ils s'attaquent aux écoles parce que l'école, par extension, qui est l'éducation, l'école occidentale, la civilisation occidentale, la civilisation chrétienne par extension. Et on verra comment l'école est devenue une cible. Et ce qu'il faudrait considérer aussi, quand on regarde cette géographie, les zones d'influence, c'est les fragilités qu'on relève dans ces zones-là. La pauvreté généralisée, le problème de gouvernance. Quand on regarde cette géographie, on a l'impression qu'il y a une sorte de cassure nord-sud dans presque tous les pays qu'on vient de voir. Le nord du Burkina, le nord du Mali, le nord du Mozambique, le nord-est de Kenya, le nord du Niger, le nord du Nigeria. Il y a une cassure où ceux qui vivent dans ces zones n'ont pas l'impression d'être des citoyens de seconde zone. Quand vous êtes dans l'extrême nord du Cameroun, à Maroua, Garoua ou à Kousséri, vous regardez les choses qui se passent à Yaoundé, Douala, de très loin. Le sentiment d'appartenir à ce pays-là, il est très faible. Ils sont plus liés au Tchad voisin, au Nigeria. La monnaie même qu'ils utilisent, c'est le Naira, ce n'est pas le CFA. Donc il y a cette cassure, l'absence de gouvernance. La présence de l'État, elle est très faible. Alors du coup, les islamistes qui arrivent, ils développent un narratif. Ils exploitent ça. Mais qu'est-ce que l'État fait même pour vous? Vous qui êtes allés à l'école, qu'est-ce que ça a produit? Et c'est vrai. Quand on regarde, c'est vrai. Et au point où, que vous soyez au Niger, au Mali ou ailleurs, quand on affecte un fonctionnaire de l'État dans les zones nord, il le vit comme une punition. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour être affectée à Bilma, dans l'extrême nord du Niger? Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour être affectée à Kousséri, à l'autre bout du Cameroun? Les gens le vivent comme une punition. Des fonctionnaires de l'État. Mais il n'y a pas que les fonctionnaires, les pasteurs aussi qu'on envoie aussi. Mais ce n'est pas n'importe quel pasteur qu'on envoie à Korogo quand vous êtes de la Côte d'Ivoire. C'est une sorte de punition. Donc il y a un problème de gouvernance. Et les islamistes exploitent ces failles-là. Les conflits locaux, l'accès aux ressources naturelles, que ce soit l'eau, que ce soit les pâturages, c'est pour ça que les communautés nomades, les peuples, les Touaregs sont les plus concernés, parce qu'ils sont les plus fragiles. Leur mode de vie a été affecté. C'est les parties de la communauté, de la société les plus fragiles. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans les rangs de ces djihadistes-là. Ils n'ont pas les capacités de négocier ce rapport de force. Il est à leur défaveur, il est déséquilibré. Donc, au fond, quand on parle de ces communautés, les communautés peuples qui sont stigmatisées, moi je pense qu'en tant que chrétien, on doit avoir un regard nouveau, les regarder avec beaucoup de compassion. Comment ils sont arrivés à grossir les rangs de ces terroristes-là? Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix pour la plupart d'entre eux. Il y a certains, c'est vrai, les leaders qui partagent cette idéologie, mais quand on regarde tous ces chebabs, tous ces jeunes qui s'en vont là-bas, c'est à mon avis pour des raisons économiques, ce n'est pas pour conviction idéologique. Donc, il y a aussi l'intolérance religieuse, le renouveau islamique. C'est un islam de tout nouveau, c'est une théologie nouvelle, un islam radical qui est encore minoritaire, mais qui est très actif, qui est très organisé, dont les responsables sont des théologiens bien formés. Et c'est ça qui aujourd'hui rend la vie difficile à nos communautés et nos pays. Et on a parlé des manques de perspectives économiques des jeunes. Quand on regarde cette carte, on voit la jeunesse de notre continent. L'Afrique est un continent jeune. Nos pays sont très jeunes. Et le chômage des jeunes, c'est une bombe à retardement. Considérez l'âge moyen de chaque pays. Prenez votre pays et regardez l'âge moyen. Est-ce que ça correspond à ce que vous savez? Ceux qui viennent du Niger,
C'est le pays le plus jeune d'Afrique. 15 ans. Le Nigérien moyen a 15 ans. C'est un jeune homme. Les plus anciens c'est l'Algérien, 27 ans, ou le Libyen, ou le Sud-Africain qui a 25 ans. Mais le Nigérien, lui, il a 15 ans. C'est un jeune homme. C'est une bombe à retardement. Que faire de cette jeunesse? Donc, dans notre programmation, pensez à ces défis-là. La jeunesse, le chômage de cette jeunesse qui constitue une bombe à retardement. On a parlé de fragilité et on verra que certaines zones sont plus touchées que d'autres. Mais pourquoi? La région du Sahel, le Sahel central, pourquoi c'est là où tout se joue? Il y a des facteurs à considérer. Quand on observe, quand on analyse, on se rend compte que c'est des pays majoritairement musulmans. Le Niger, le Burkina, le Mali, le Sénégal, la liste elle est longue. Tous ces pays situés sur cette bande-là, ils sont parmi les plus pauvres du monde. Donc même en temps normal, c'est les pays les plus fragiles. Mais quand on regarde aussi, ils ont une population jeune et désœuvrée, en manque de perspectives économiques, donc une proie facile. Mais des pays aussi frappés durement par le changement climatique. Quand on est au Sahel, en venant ce matin, on a vu ce brouillard et on parlait de l'harmattan. Donc ceux qui sont à Lomé se plaignent de l'harmattan, de cette couche brume qui couvre tout. Mais il vient d'où cet harmattan-là? Il vient du Sahel. Partez à Niamey, à Ouaga, et vous verrez, vous sentirez. On le vit, la poussière, on la mange au quotidien. Il n'y a pas de secret. Vous avez beau fermer vitres, fenêtres, elle est là. On vit avec l'harmattan, le changement climatique. Ça affecte ces pays et ça les fragilise. Mais aussi, il y a des facteurs historiques qu'il faut considérer. Au moins deux. Le plus récent et le plus déterminant, c'est la crise libyenne en 2011, la chute de Kadhafi, qui a créé un vide d'un point de vue de gouvernance, mais qui a fait de la Libye un refuge pour les terroristes. Quand la coalition internationale est intervenue en Syrie, en Syrie et en Irak, ils n'ont pas tué tous les djihadistes. Ils les ont chassés. Certains ont fui, beaucoup ont fui et se sont réfugiés en Libye. C'est de la Libye que tout le problème, quand on considère la Libye a joué un facteur déterminant. La Libye a alimenté toutes les zones de conflit en Afrique. Toutes les zones de conflit. Le Sahel a commencé par le Mali. Pourquoi il y a eu cette rébellion en 2012? Ceux qui sont allés faire le coup de feu au Mali sont venus de Libye. Donc le facteur libyen. Mais quand on regarde aussi cette zone, c'est devenu l'épicentre du prosélytisme islamique, le Sahel. C'est le nouvel épicentre du djihad. Le djihad international, il y a une transposition. Ce n'est plus au Moyen-Orient, ça a quitté donc la Syrie, l'Irak, mais ça se joue au Sahel aujourd'hui. Et on verra aussi, comme on peut le constater, c'est de nouvelles terres d'influence. On peut citer les multinationales qui cherchent à s'accaparer les multiples ressources naturelles dont regorgent les sous-sols de ces pays. Mais il y a aussi toutes ces puissances étrangères, les États-Unis, la Chine, la Russie. Il n'y a pas que la Russie, il y a la Turquie, la France et les pays du Golfe. Ceux qui sont au Bénin, l'année dernière, ils ont reçu la visite du président turc ici. Prenez le temps d'analyser tous les enjeux. Si vous êtes au Niger, vous savez déjà à quoi s'en tenir parce que on vit le turc, on mange le turc, ils ont occupé tout le terrain. Vous arrivez à Niamey, c'est l'un des meilleurs aéroports, je dirais, de la sous-région, il est turc. Vous partez à Niamey, le meilleur hôtel de Niamey, il est turc. Vous voulez manger, les meilleurs restaurants sont turcs. Vous êtes malade, le seul hôpital qui va vous accueillir et vous offrir des soins presque gratuits, il est turc. Vous êtes père de famille, vous avez des enfants qui vont au collège, les meilleurs, les plus grands sont turcs. Les universités, il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe. Prenez note de toutes ces évolutions. Les pays du Sahel sont très fragiles. Ils reçoivent, ils subissent, je dirais, cette influence ou ces influences extérieures. Aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est Wagner. On verra
l'impact de cette influence russe, comment ça se joue sur les médias et les défis que ça cause pour nous en tant qu'acteurs de médias, la désinformation. Donc, quand on regarde, il n'y a pas que le Sahel central, il y a une expansion du phénomène. Le phénomène touche, s'étend, il y a une explosion de cette violence, il y a une explosion de cette insurrection islamique qui ne s'étend plus, qui ne se limite plus aux pays comme le Mali, le Burkina ou le Niger, et qui s'étend vers les autres pays de la sous-région. Il y a un effet de contagion. Et quand on regarde le constat qu'on fait, c'est que avant, et le phénomène se limitait donc à ces pays du Sahel, des pays donc majoritairement musulmans, mais quand on regarde l'extension, ça s'étend vers les pays côtiers du golfe de Guinée, des pays majoritairement chrétiens. Il y a une descente. Je me rappelle, pour ceux qui étaient avec nous durant l'OME 4 ici, j'avais fait un exposé pareil et présenté le phénomène. Et j'avais utilisé l'expression en parlant de la situation des pays comme le Bénin, le Togo ou la Côte d'Ivoire, que prenez note si vous êtes dans ces pays, le ver, il est déjà dans le fruit. C'est l'expression que j'avais utilisée ici. Je ne suis pas un prophète de malheur, je suis un analyste. J'ai fait le constat, l'observation et j'ai dit, vous êtes la prochaine cible si vous êtes au Togo. On se rappelle ce qui s'est passé au Burkina. Les Burkinabés avaient l'habitude de s'asseoir dans leur salon, de manger, de boire, de regarder la télé et de se dire « Ah, il se passe quelque chose au Mali dans le nord. » Donc ils regardent les Maliens avec des grands yeux, disent « Mais qu'est-ce qui ne va pas au Mali ?» Ils ne se sentaient pas concernés jusqu'à ce que ça leur arrive. Et c'était la même chose ici, au Togo. Du Togo, assis dans leur salon, les Togolais regardaient « Ah, il se passe quelque chose au Burkina. » Sans peut-être compassion, on ressent quelques émotions, on zappe, on change de chaîne, ça se passe chez les voisins du Nord, ça ne nous concerne pas. Et j'ai dit, vous êtes concernés. Je vous raconte une anecdote. Notre animateur ici, après mon exposé, il est venu me voir. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Je sentais qu'il était sincère, mais il était aussi dans le déni, il n'arrivait pas à croire que le Burkina et le Togo, son pays, donc, étaient la prochaine cible. Donc, il m'a posé la question, je dis, mais c'est vrai, ça va vous arriver. C'est déjà au Togo ici. Tous les faits, on voit les phénomènes. Et je vous dis, quelques semaines après le mai 4, c'est arrivé, les premières attaques. J'ai reçu des coups de fil, des messages de Togolais, je dis, vous l'avez dit, ça s'est arrivé. Je dis, oui, je ne suis pas un prophète de malheur, je suis juste un analyste. J'observe les faits. Observons les faits et constatons ce qui se passe. L'impact de cette crise, où les impacts sont énormes, ça crée une catastrophe humanitaire, les déplacements forcés, des écoles fermées, des tueries, des vols, des viols, des enlèvements, des destructions de biens. Mais les effets à long terme, le traumatisme que ça crée, dans un pays comme le Burkina, demandez au Burkinabé, ça crée un traumatisme collectif. Il n'y a pas une famille burkinabé qui n'est pas impactée par la crise. S'ils ne sont pas attaqués directement, ils ont reçu un parent ou un frère et tout ça, qui a été affecté. Ou si vous êtes responsable d'église, vous êtes amené à gérer des gens, des déplacés, traumatisés. Que faire de ce traumatisme collectif à l'échelle d'un pays? La Centrafrique l'a vécu ou le vit depuis plusieurs décennies. C'est des cycles de traumatisme en Centrafrique. Le Togo, le Burkina, le Mali le vivent. La menace est une menace existentielle. L'existence des États est menacée aujourd'hui. Plus de 40% du territoire burkinabé est déjà occupé par ces terroristes. 40%. C'est presque la moitié du Burkina. Le Burkina est en train de perdre son territoire. Le Burkina est en train de disparaître. C'est la même chose au Mali. Le nord, le centre, et maintenant, il y a une évolution vers l'ouest. Les zones comme Kay, Sikasso. Donc la frontière, l'entrée vers le Sénégal, le port de Dakar, est en train d'être coupée. L'entrée, le sud, vers le port d'Abidjan, il est en train d'être coupé. Ils sont en train de prendre le contrôle du Mali, du Burkina. Vous pouvez prolonger pour voir, ça a commencé au Togo, comment ça va se développer. Moi, je ne sais pas. On a tout suivi la semaine passée, ce qui s'est passé ici. L'Église, elle est durement affectée.
On a parlé du ministère de portes ouvertes, de cet index-là qui éclaire effectivement sur ce phénomène de persécution. Que faire? L'Église doit se sentir interpellée parce qu'elle a un mandat social. C'est vrai que pendant des années, on a été formé comme prédicateur, comme pasteur pour prêcher et faire des convertis. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se rend compte que les églises sont la première cible. Ces églises, dans le nord du Burkina, n'existent plus. Je connais une dénomination au Burkina qui a perdu 500 églises. 500 églises. 500 églises à l'échelle d'un pays comme le Niger, c'est toutes les églises du Niger. L'église est en train de disparaître. C'est de cela qu'il s'agit. Quand on regarde encore le Burkina, je parlais de l'école, comment l'école est menacée. Les chiffres de décembre l'année dernière, fin d'année, sont assez éloquents. 6 000 établissements scolaires fermés. 6 000. Ils en ont beaucoup au Burkina, mais 6 000. 1 million d'enfants déscolarisés. 31 000 enseignants affectés. 2 millions de déplacés internes à l'échelle d'un petit pays comme le Burkina. Le Burkina est un petit pays. Je le parle, je le dis en tant que Nigérien, en tant que Malien, parce que le Niger, le Mali, c'est 1 200 000 km². Le Burkina ne fait que 200 000. C'est un petit pays. 2 millions de déplacés dans un petit pays. Donc, quand je parle de traumatisme collectif, oui, prenez effectivement, ça veut dire beaucoup de choses. À l'échelle de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, c'est 14 000 écoles. Si vous prenez ces chiffres et vous les analysez, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un effet domino. Que faire de tous ces enfants déscolarisés? C'est la prochaine cible de la prochaine génération de terroristes. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils n'auront pas de perspective économique, ils sont une proie facile pour être endoctrinés, pour être recrutés. Donc les chiffres sont là, comment ça affecte les pays les plus affectés, c'est le Nigeria et naturellement le Burkina et bien d'autres, y compris le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. On ne parle pas du Ghana, mais c'est une question de temps peut-être. Quand on regarde comment comprendre le mode de financement et cette économie criminelle qui s'est développée, le trafic de drogue notamment, des êtres humains, la prise d'otages, des Occidentaux qui sont devenus une cible, mais le pillage des ressources aussi, l'imposition des taxes, mais aussi les raids contre les casernes des armées pour les piller, pour s'équiper. Si on se pose la question, mais comment ils font pour avoir des armes? C'est vrai que la Libye a joué un rôle, mais il n'y a pas que ça. Ils se servent dans les casernes de nos armées qui ne sont pas préparées à faire face à ce phénomène-là. Le trafic de drogue, comment ça affecte la sous-région quand on regarde, tous les pays sont devenus des pays de transit. C'est d'Amérique latine, de Colombie et des autres pays, acheminés sur les côtes africaines et qui remontent. On se rappelle de ceux qui sont au Mali et qui suivent l'actualité, de cet avion cargo qui a échoué quelque part dans le nord du Mali. Un avion cargo bourré de drogue. La carcasse, les épaves sont encore là-bas, mais le contenu et l'équipage a disparu dans la nature. C'est juste un transit, c'est une livraison. C'est de cela qu'il s'agit. Les Nations Unies ont publié juste le mardi dernier un rapport sur effectivement ce phénomène et on voit comment les mouvements de la circulation des armes sur le continent a considéré que ces pays, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, ça circule. Les armes se vendent notamment au Mali comme à ciel ouvert. Il y a des marchés où on peut aller acheter sa Kalachnikov. On n'est pas au Texas, on n'est pas aux États-Unis, mais au Mali, aujourd'hui, dans certaines zones, on peut librement. Et j'étais avec des Maliens qui disent que l'État n'existe plus. C'est soit on prend des armes, soit on se fait tuer. Donc, ils achètent des armes, ils s'équipent, ils se protègent. Le phénomène de milice qui prend de l'ampleur. Le rapport montre ces chiffres, les sources de violence, mais aussi qu'est-ce qui explique la circulation des armes et le trafic qui est facilité par l'absence de l'État, le problème de gouvernance. Voilà un peu le phénomène, comment ce phénomène affecte nos pays, comment ce phénomène affecte notre sous-région. Sommes-nous conscients? Que faire? On a vu la géographie, on a vu l'impact, il est énorme, l'Église est concernée.
L'Église, parce qu'elle constitue la première cible. L'Église, parce qu'elle a un mandat social. Comment répondre à ça? D'où la problématique, d'où notre thématique. Médias en tant qu'outil de paix dans un monde en conflit. Comment faire un bon usage des médias pour contribuer, pour atténuer les phénomènes, pour atténuer l'impact, mais aussi pour répondre, parce qu'il y a un message. Il s'agit de contenus qui sont véhiculés sur les médias. On verra dans les prochains jours comment ces groupes-là font un bon usage. C'est des professionnels de la communication. Mais vraiment. Et nous, l'espace a horreur du vide. Les médias, par définition, étymologiquement, c'est un médium, c'est un outil. C'est des plateformes qui sont à notre disposition. Si nous, on n'occupe pas ces plateformes, si nous, on ne produit pas des contenus capables d'intéresser nos jeunes ou de répondre, eux, ils ont pris une longueur d'avance. Daesh a des agences de communication. C'est des professionnels de la communication. Donc, le défi est lancé. Et merci beaucoup pour votre attention, pour ces notes introductrices. Et nous verrons dans les prochains jours le rôle que les médias, la radio, la télé et les autres ont joué dans la propagation des conflits, mais aussi comment renverser la tendance, un peu l'arbre à problème, comme on dit. On pose le problème, mais on renverse, comment trouver la solution. Je vous remercie. Nous disons un grand merci à l'orateur,